Bonjour, chers tous et chères toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la sortie des États de l'AES de la CEDEAO. Autrement dit, le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l'organisation ouest africaine. Donc, dimanche, dans l'après-midi, plus précisément à 13 heures, les journaux télévisés des trois pays ont annoncé au même moment cette sortie. Ils l'ont officialisé. Et donc, nous allons essayer de répondre à deux questions, principalement. La première question, pourquoi les États de l'AES, c'est-à-dire les États de l'Alliance du Sahel, sont sortis de la CEDEAO? Et deuxième question, quelles sont les conséquences? Alors, pour répondre à la première question, les États de l'AES sont sortis de la CEDEAO tout simplement parce qu'il y a une crise politique qui couvait depuis, on va dire, quasiment 1 à 2 ans. Et récemment, avec le Niger, ça s'est exacerbé, puisque la CEDEAO, suite au coup d'État dans les pays sahéliens, la CEDEAO a pris des sanctions. Des sanctions qui sont illégales, illégitimes et inhumaines. En sanctionnant ces interlandes, par exemple en fermant les frontières, parce que ce sont des pays qui n'ont pas de débouché sur la mer, même dans les textes des Nations Unies, ce type de sanctions, c'est interdit. Mais l'institution n'a pas regardé, en fait. Tout simplement, ils ont fait une réaction épidermique, donc en sanctionnant ces États de façon injustifiée, même s'il y a des coups d'État. Le problème, c'est que, on l'a dit, les coups d'État militaires, ça existe, bien sûr, il y a eu des coups d'État militaires dans ces pays. Personne ne doit se réjouir d'un coup d'État militaire, mais il faut regarder d'abord, on va dire, les raisons profondes qui ont amené à ces changements de pouvoir inconstitutionnels. Vous savez que les coups d'État, ce n'est pas simplement en Afrique, il n'y a pas que les coups d'État militaires, il y a les coups d'État civils. On a des présidents qui sont, par exemple, dans certains pays de la CEDEAO, qui sont au pouvoir depuis plus de 20 ans. Et vous avez des présidents qui sont à leur troisième mandat. Et dans la même organisation, on sait qu'il y a des présidents qui organisent des élections en éliminant, par le biais de la justice, tout simplement leurs adversaires politiques. Donc, si la CEDEAO devrait faire ce qu'on appelle de l'ingérence politique à l'intérieur des États, ça pose problème en fait. Et c'est puisque quand vous faites de l'ingérence, il faut être quand même équilibré, c'est-à-dire neutre, c'est-à-dire faire en sorte que les règles démocratiques soient respectées par tous les États membres. Sinon, il faut renoncer à l'ingérence politique, ce qui n'est pas le cas. Et donc, le fait que on sanctionne les pays de l'Interland, c'est-à-dire les pays continentaux, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, en fermant les frontières parce qu'en disant que ces pays n'ont pas d'accès à la mer, ça pose un problème en fait. Donc ça crée un problème de confiance entre les États, mais aussi entre les peuples et, on va dire, l'institution, c'est-à-dire la CEDEAO. Et elle est vue maintenant comme, on va dire, un instrument euh, de l'impérialisme occidental. Et l'institution s'est complètement décrédibilisée. Et donc, ce que nous disons à ce sujet, c'est que la CEDEAO a très très mal géré, on va dire, la crise qu'elle traverse depuis, on va dire, plusieurs années, mais plus exactement depuis 2 ans. Alors, et donc, euh, nous allons donc répondre à notre seconde question, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de la sortie des États de l'AES de la CEDEAO. Alors, tout ce qui est sûr, ce que nous disons tout simplement à nos concitoyens, c'est-à-dire aux ressortissants de l'AES, de ne pas paniquer. De ne pas paniquer parce que toutes les mesures que la CEDEAO prendrait contre ces États, tout simplement, même s'ils mettaient des cartes de séjour ou autres, ou des visas, tout simplement,
Il faut savoir que les Maliens qui partent ailleurs, en Guinée-Bissau, en Mauritanie, ils ont des cartes de séjour. Donc, c'est ceux qui sont en Europe, c'est pareil. Donc, il n'y a pas lieu de paniquer. Toutes les mesures qui seront prises par la CEDEAO, ben, il va y avoir des contre-mesures. Donc, il y a toute une batterie de mesures, de contre-mesures que les États de l'AES pourraient également prendre. Et nous sommes à l'ère de l'interdépendance économique, en fait. Et donc, il n'y a pas lieu de paniquer. Et donc, ce que nous disons aux concitoyens ou aux citoyens de l'AES, tout simplement installés dans les États de la CEDEAO, de ne pas paniquer et de rester serein. Puisque, comme je viens de le dire, quand il y a des forcément, les États de la CEDEAO seront obligés de négocier avec l'AES. Ils n'ont pas le choix. Et donc, toutes les mesures qu'ils vont prendre, ben, ces mêmes mesures auront des conséquences pour leurs propres citoyens. Et que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique. Et donc, ce que nous disons donc tout simplement, c'est à la CEDEAO de réfléchir. Puisque les crises sont une occasion pour un individu, pour une institution, pour un pays de se remettre en question. Et donc la CEDEAO doit faire son autocritique. Et si elle veut être une institution crédible, elle doit peut-être se dépolitiser davantage. Ou du moins, si elle reste politique, elle doit tout simplement être, on va dire, tout simplement une institution qui facilite quand il y a des crises à l'intérieur des États, mais elle ne doit pas se mêler dans la politique intérieure des États. Ce n'est pas l'essor de la CEDEAO de se mêler dans la politique intérieure des États. Elle peut être facile, enfin, les membres, enfin, je veux dire, l'institution peut jouer le rôle de facilitateur quand il y a un conflit. Ils peuvent désamorcer les crises, ils peuvent jouer, on va dire, on va dire les fonctionnaires, ils peuvent jouer les rôles de médiateurs, mais jamais s'ingérer dans les affaires intérieures des États, puisque ça affaiblit une institution, d'autant que la mesure n'est pas appliquée selon que l'on soit, on va dire, nigérian, selon que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit au Sénégal. Donc, il y a, et lorsque on est en politique, lorsqu'on n'est pas cohérent, l'incohérence affaiblit en fait. Les contradictions affaiblissent. Et donc, si la CEDEAO veut être une vraie institution, comme il y a sur le plan économique, il y a tellement de choses à faire en termes d'intégration économique. C'est de financer par exemple des grands projets infrastructurels, par exemple faire une autoroute Dakar, Bamako-Abidjan par exemple, faire un chemin de fer, voilà, etc. Par exemple, au lieu que la taxe soit de 18%, la taxe douanière soit de 18%, on aurait pu imposer à 20% et les 2%. C'est pour financer des grands projets infrastructurels et d'intégration régionale au bénéfice des citoyens. Mais pas les ingérences économiques et pas les ingérences politiques, puisque le problème qui se pose, c'est qu'il y a de l'incohérence, comme je viens de dire tout à l'heure. Et vous regardez ces pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ça fait une décennie que ces pays-là souffrent. Les pays de la CEDEAO ne sont pas fichus de venir en aide, par exemple en envoyant une force pour essayer de les aider à lutter contre le fléau. Et chaque État se barricade. On sait qu'il y a des États qui négocient avec les groupes terroristes. On sait qu'il y a de l'argent. Il y a des groupes, enfin, on sait, on a des informations. Sur le fait que voilà, il y a des États qui paient pour qu'ils ne soient pas attaqués. Et quand on est dans une organisation où ton voisin, tout simplement, il n'intervient pas dans ton malheur, et que ce voisin, il veut t'imposer ses vues, ça ne passe pas. Et voilà le problème, en fait. Il faut que l'institution se réfonde. Donc, pour ce qui concerne les États de l'AES, les citoyens n'ont pas à avoir peur. De toutes les façons, la CEDEAO n'aura pas le choix que d'ouvrir
des négociations avec ces trois pays, puisque même si vous regardez d'un point de vue stratégique, je ne vois pas comment si un pays comme le Nigeria devient dur avec le Niger, je ne sais pas comment ils vont sortir du Nigeria pour aller par exemple en Angleterre. En ce qui concerne l'espace aérien, il y a tout ça, et donc il y a beaucoup d'enjeux. En ce qui concerne par exemple des pays comme le Sénégal, le fleuve Niger, le fleuve Sénégal par exemple, on sait que le Mali c'est le pays d'amont. Le Nigeria, il y a le fleuve Niger, ça passe par le Mali et le Niger. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Ils n'ont pas le choix que d'ouvrir une négociation pour avoir, on va dire, une relation de bon voisinage avec les États de l'AES. Et nous invitons tout simplement les chefs d'État de la CEDEAO à se remettre en question et à éviter tout simplement, ou arrêter tout simplement de s'ingérer dans les affaires intérieures des États, tout simplement, puisque je ne vois aucun État dans la CEDEAO qui soit véritablement un État démocratique. Il n'y a pas un seul État dans la CEDEAO où la démocratie est respectée, où les droits fondamentaux sont respectés. Il n'y en a pas un seul. Et donc, par conséquent, dire qu'il y a eu un putsch au Mali, un putsch au Niger, etc., on va punir ces peuples, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est, comme je l'ai dit, c'est quand on est africain, quand on est ensemble, quand on est dans une union, moins d'ingérence dans la politique intérieure. Au mieux, quand il y a une crise, ce qu'on peut faire, c'est faire l'offre de dialogue, être une force de proposition pour une sortie de crise. Et je vous remercie.